et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture. Dans cet update, je vais vous présenter mes lectures du mois d'avril, qui était le premier mois du Tarot Books Challenge de Livromancienne. Ce challenge couvre les mois d'avril et mai, donc vous aurez mon bilan de ce challenge lors du prochain update lecture. Dans cette vidéo, toutefois, je ne vous dirai pas à chaque fois quel livre appartient à quelle catégorie. En revanche, vous retrouverez toutes ces informations en barre d'informations du coup, parce que je vous mettrai donc les liens vers les chroniques écrites, avec du coup la catégorie à laquelle ça appartenait. Alors, le tout premier livre que j'ai lu pour ce challenge, c'était La Cité des Sans-Purs, le tome 2 d'Ombre et de Sang de Lucille Chaponnet. Désolée, j'écorche son nom. C'est une copine en plus. Enfin, disons que c'est une fille dont j'adore la plume, que j'adore retrouver en salon, qui est pétillante et à laquelle j'avais acheté les deux livres, les deux tomes, donc 1 et 2, puisque c'est une duologie. J'étais comme ça, j'étais devant elle, je lis le résumé du tome 1. Ensuite, je prends ce tome-ci, je commence à lire le résumé, et là elle me dit non, non, ne lis pas, tu vas te spoiler. Du coup, je ne veux pas vous spoiler, je ne vais pas vous raconter l'histoire du tome 2, mais en gros, dans le tome 1, on fait la connaissance de Senia, qui est une poussière, puisque la société que Lucille présente ici, c'est une société divisée en castes. Vous avez donc les sans-purs, les privilégiés, et puis les poussières. Senia, donc, est une poussière qui va être amenée à devenir la garde du corps d'une sans-pure, et va s'en suivre plein de rebondissements dans le premier tome. Dans ce deuxième tome, on est toujours dans du rebondissement. On a l'évolution des personnages, et qui m'a beaucoup plu. Mais je peux pas trop vous en dire parce que ça spoil de ouf. Vive le vocabulaire. Donc, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé le côté enquête de ce tome-ci, parce qu'on est vraiment sur une enquête qui commence dans le tome 1 et se poursuit et même s'approfondit dans ce tome 2. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Senia suit ici un entraînement et il est tout sauf répétitif. En fait, quand j'ai vu l'entraînement arriver, je me suis dit oula, ça risque d'être difficile, elle va s'entraîner tous les jours, on va la suivre tous les jours et on va avoir sans cesse la même chose. Et ben pas du tout, et c'est très agréable de voir ça. Je suis ravie que Lucille ait réussi à le faire parce que ça doit pas être des plus faciles. Donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller cette duologie dont j'ai lu le second tome pour le Tarot Books Challenge et auquel j'ai mis la note de 17 sur 20. Alors le second tome que j'ai lu, c'était un... non, le second livre que j'ai lu, c'était aussi un tome 2. Il s'agissait de Magie réprouvée d'Enora Swain. Alors c'est un livre que j'ai lu en numérique qui m'a été proposé en SP par l'autrice. Elle m'avait proposé également le tome 1 que j'avais adoré. Et ce tome 2, il est vraiment dans la veine du tome 1, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai été ravie de le lire. On y retrouve donc Enora Swain, qui est une fée qui a la particularité, parce qu'on est dans un monde où les créatures magiques existent, elles ont été révélées au monde, mais elles sont pas très bien vues, donc elles se réfugient sur l'île d'Avalon, et qui est protégée par les fées. Enora Swain est une fée, mais elle ne protège pas l'île d'Avalon au sens où elle empêche les humains d'entrer, elle est une protectrice, donc une sorte de policière de l'île. Et on la suit ici dans une enquête, c'est une urban fantasy, donc on a l'habitude en urban fantasy d'avoir des héroïnes badass, etc. Et ben Enora Swain, c'est un petit peu tout le contraire, puisqu'elle est une fée, elle fait partie des créatures les plus fragiles, bien qu'elle fait partie également des rares fées à avoir deux dons, donc celui de la guérison et celui de vérité, c'est-à-dire qu'elle peut savoir qui dit la vérité ou qui ment, ce qui est un plus pour son métier de protectrice. Dans ce tome-ci, on la suit avec Rhys, son partenaire qui est un loup-garou qui ne sait pas se transformer. Alors c'est pas du spoil, hein, on le voit déjà dans le premier tome. Et donc tous les deux suivent une enquête qui va les ramener à la meute, ou en tout cas à l'ancienne meute de Rhys, et qui incrimine en fait le bras droit de Alpha qui se trouve être le frère de Rhys. Ça fait beaucoup d'informations, je suis absolument désolée. C'est un très bon roman d'urban fantasy. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'on en apprend plus sur le personnage d'Eden. Alors Eden, je vous en ai pas encore parlé. Eden est un enchanteur. Les enchanteurs sont réputés pour être les plus puissantes créatures magiques, mais elles sont tellement puissantes qu'elles ont créé des problèmes, et donc on a décidé de leur mettre un collier d'orichalque
autour du cou qui les empêche d'utiliser leur pouvoir, tout simplement. Aiden, lui, dans ce tome-ci, il se révèle un peu, on en apprend plus sur son passé, sur sa famille, et j'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai aimé également, c'est la réflexion qui est faite sur le racisme, puisque les enchanteurs étant des personnes qui font peur, ils subissent un certain racisme, et plus particulièrement dans ce tome 2, et on va voir en fait comment ils vont combattre ce racisme, et on va pas être toujours d'accord avec la façon de faire des uns et des autres, ou au contraire on va les soutenir alors que clairement c'est pas ça qu'il faut faire, et voilà, et je trouve que c'est très fort justement d'appréhender le racisme de cette manière-là. Voilà pourquoi, enfin je veux dire pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 17/20 également. Le troisième roman que j'ai lu était plutôt une novella, et c'était également un roman, non c'était également du coup un livre numérique, et c'était aussi un SP, il s'agissait de En eau profonde de Dana Blue, qui m'a été gentiment envoyé par les éditions du Petit Caveau. Dans ce roman, dans cette novella, on suit Aiden, je crois. Il a le même prénom, c'est pour ça c'est un peu compliqué, ça s'écrit juste pas pareil, il y a un H. On suit donc Aiden qui est un jeune homme, un jeune étudiant, qui trouve un petit boulot d'été, un job d'été, le job parfait, maître nageur sur une île où il y a quasiment personne, autrement dit, awa. Il va se la couler douce et gagner des sous pour ça. Et en plus, il aura un paysage magnifique sur l'île. Le problème, c'est que cette île, elle est maudite, ou en tout cas qu'il plane sur cette île une malédiction. Il paraîtrait qu'un démon viendrait tous les 100 ans, il me semble, eh bien, pour accéder à son tribut, c'est-à-dire à un sacrifice humain. Voilà. Et Aiden, il va s'intéresser à cette malédiction. Il va pour cela faire quelques recherches auprès du libraire, Adrian, dont il va vite tomber amoureux. Oui, parce que petite précision, c'est une novella fantastique avec une romance MM. Et c'est une romance, c'est marrant parce que les sentiments vont à la fois vite et lentement. C'est-à-dire que Adrian, il fait du rentre-dedans à Aiden. Et Aiden, lui, il est plutôt timide, il n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui sont aussi directs en fait, et qui vont lui dire directement tu me plais. Et voilà, donc il y a ce petit côté romance également, un petit côté mystère aussi. Cela étant, j'ai trouvé qu'on voyait souvent les choses arriver. C'est fait exprès, hein, parce que la malédiction, on est au courant depuis le début, on sait aussi pourquoi Aiden est là, enfin on sait tout, et donc voilà pourquoi aussi on voit les choses arriver. Cela étant, il y a quand même quelques rebondissements inattendus qui font drôlement plaisir. Donc pour ces raisons, parce que il y avait quand même des choses très attendues, malgré les rebondissements du coup, j'ai mis à ce roman la note de 14/20, ce qui est une petite bonne note. Voilà. Alors, l'avant-dernier livre que j'ai lu pour ce mois d'avril, c'était Le Pacte de la Bête de Maria Amini aux éditions Little Book, qui était l'édition poche de Livresse Édition, qui est une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. J'avais pris ce livre à l'époque pour les soutenir dans leur dépôt de bilan, parce que ça arrive, hein, on a besoin de sous quand on dépose le bilan visiblement. Et puis moi, ça me permettait d'avoir de la lecture, et comme j'adore La Belle et la Bête et les revisites de La Belle et la Bête, et je m'étais précipitée sur ce petit roman, tout petit. Alors dans ce roman, au début en fait, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, on dirait le film Sortilège. Et en fait pas du tout. Enfin si, le début il y ressemble clairement, hein. On a des gamins qui sont au lycée, et une nouvelle arrive, elle est un peu sorcière, et lui c'est le beau gosse qui enchaîne les conquêtes, mais qui ne sait pas les garder, qui quelque part voudrait pouvoir connaître l'amour mais qui n'y arrive pas, et elle lui jette un sort qui va le transformer en bête, ou en tout cas en garçon parfaitement horrible. Voilà. Il a plus de cheveux, il a des boutons partout, il a des crevasses, il est difforme, enfin voilà. Alors que c'était le beau gosse du lycée. Et la particularité donc de ce roman, c'est que le héros, qui s'appelle Alexandre, j'avais oublié son nom, le héros donc Alexandre ne va pas chercher à se venger, il ne va pas chercher, parce que du coup il est au courant de sa malédiction, il va pas aller voir une jeune fille telle que Belle, là. Non, lui, celle qu'il voudrait séduire, c'est la sorcière qui l'a transformé. Et évidemment, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette revisite parce que malgré les similitudes avec le film, donc
on arrive à un moment donné, on bascule à un moment donné sur une thématique, enfin sur des thématiques et une intrigue beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Au début, vous avez l'impression d'un roman pour ados et en fait, alors peut-être que c'est moi qui me suis habituée à la lecture, mais je crois pas parce que vraiment, il y a des thématiques qui sont abordées qui sont un peu plus dures que ce qu'on peut voir en littérature jeunesse, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20. Ça fait déjà 3 17 quand même. Le dernier roman que j'ai lu, c'était La Diagonale des Reines de Bernard Werber. Et alors là, spoil direct, j'ai adoré. Enfin, j'ai pas adoré au sens c'était un coup de cœur, mais étant donné que le dernier Werber que j'avais lu m'avait profondément déçu, là j'ai retrouvé Bernard Werber, j'ai retrouvé sa plume, j'ai retrouvé ses thématiques et plus encore, donc je me suis retrouvée là-dedans également. Parce qu'on a ici deux héroïnes qui sont donc Monica et Nicole, qui sont deux femmes complètement opposées. Toutes les deux ont appris ont appris à jouer aux échecs grâce à leurs parents, l'une avec sa maman et l'autre avec son papa. Et toutes les deux ont appris des manières différentes de jouer qui reflètent deux états d'esprit complètement différents. La première va apprendre à jouer de manière à ce que ce soit le groupe qui gagne. Donc elle attaque avec les pions et elle encercle et puis elle tue finalement. Hein. Donc c'est plutôt à la manière communiste entre guillemets, le groupe, l'union fait la force. La seconde en revanche va plutôt elle utiliser les pièces fortes, la pièce la plus forte, donc la reine par exemple, pour piquer à droite à gauche et mettre à terre son ennemi de cette manière. Et donc c'est un comportement plus individualiste et donc plus libéral on dira, voilà. Et donc vont s'opposer ces deux femmes, alors au début fillettes, ensuite jeunes filles, on les suit tout au cours de leur vie jusqu'à leur mort en fait. Et donc c'est un combat acharné entre elles directement lors de parties d'échecs, mais également à travers les idéologies qu'elles représentent, puisque l'une va aider le communisme à fleurir, on va dire, tandis que l'autre est plus libéral et donc va aider plutôt les États-Unis. Donc on a un espèce d'affrontement États-Unis-Russie ou États-Unis-Chine, enfin voilà. Et c'est très bien parce que ça reprend également certains événements qui ont eu réellement lieu, ça les détourne pour servir l'histoire et c'était vraiment bien joué. Ce que j'ai trouvé super bien joué aussi, c'est que bien que ces deux héroïnes soient totalement différentes, Bernard Werber a réussi à me faire m'identifier aux deux personnages parce que toutes les deux, bien qu'elles soient les archétypes soit du communisme, soit du libéralisme, ça reste des femmes, elles ont des sentiments et ma foi, ces deux idéologies, à la base, que ce soit l'individu ou le groupe, ces deux idéologies sont quand même viables, il faut le dire, hein, à partir du moment où on part de l'utopie. Donc on a tous envie d'être l'un ou l'autre, et pourquoi pas l'un et l'autre, mais clairement c'est impossible. Et voilà, et donc moi j'ai réussi à m'identifier aux deux personnages, et je trouve ça vachement fort. Voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 18,5 sur 20. Alors oui, pourquoi est-ce que j'en parle pourquoi est-ce que je l'encense et que ce n'est pas un coup de cœur je sais plus. Voilà, c'est comme ça. Je vous invite à aller lire ma chronique du coup pour en savoir davantage et à lire en fait toutes mes chroniques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et si vous l'avez aimé ou pas, si l'un de ces livres vous fait envie ou non, pourquoi, enfin bref, à discuter ou tout simplement à me laisser un petit smiley. Je vous invite également à vous rendre sur mon site internet steffivolf.fr ou steffivolf.fr, c'est comme vous voulez. Pour aller découvrir ces chroniques, je vous ai dit, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas donc à y faire un saut. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!